Et bonjour Caroline. Bonjour Fabien et bonjour à tous. Donc nous nous retrouvons effectivement pour la session de conclusion de cette matinée qui a été particulièrement riche en enseignements et qui va poursuivre d'ailleurs sur cette lancée, puisque avec Caroline, et finalement c'est surtout à toi que va incomber ce rôle d'ailleurs, nous allons essayer de vous transmettre un petit peu quelques clés pour concevoir votre propre feuille de route pour mener à bien vos projets de gouvernance de l'information. Caroline, on ne te présente plus, mais je le ferai quand même. Tu es directrice et consultante experte chez Cerda Conseil et il me semble justement que nous avons prévu un petit support pour dire quelques mots sur toi, sur Cerda. Donc, si tu veux, tu as la main pour passer les slides. Bah écoute, merci. Juste deux mots pour ceux qui nous auraient pas tout à fait encore bien situés dans l'écosystème sur la gouvernance de l'information et notamment sur cette matinée richement organisée et avec plein de succès par Archimag et Ace. Donc, j'appartiens donc au groupe et je pilote plus directement l'activité de conseil, donc de Cerda Conseil. Intérêt aussi de le citer là, c'est que c'est dans ce cadre-là que l'on publie annuellement une enquête sur la gouvernance de l'information. C'est la 15e année que l'on mène l'enquête sur la gouvernance de l'information. Donc, autant dire qu'on a quelques éléments de comparaison sur ce qui se passe depuis maintenant ces nombreuses années et que l'on va partager largement avec vous, notamment ce matin. Voilà pour la présentation. Pardon, j'avais des problèmes de micro. Merci beaucoup, Caroline. Alors effectivement, justement, ce rapport gouvernance dont tu parlais, on va y revenir. Juste avant cela, je vais lancer un petit sondage auprès des participants pour savoir un petit peu où ils en sont en matière de gouvernance de l'information. Donc vous verrez, vous aurez plusieurs choix de réponses possibles. En attendant peut-être d'avoir les réponses des participants, Caroline, est-ce que tu veux quand même partager quelques chiffres clés issus justement de ce rapport avant d'analyser justement l'état des lieux chez nos participants. Bah, écoute, oui, pour vous donner la main pendant ce temps-là, pour répondre à notre petit sondage, je pense qu'il est intéressant d'avoir en tête quelques chiffres qui montrent la progression, même si on est loin évidemment d'avoir atteint une plénitude sur un sujet comme celui-là. Bon, sinon, on ne serait sans doute pas là ce matin. Ce qui est intéressant malgré tout de voir, c'est qu'en 2025, on voit se positionner comme leader le modèle de déploiement de la gouvernance de l'information. Ça, c'est un indicateur intéressant. Quel est le type, le choix de modèle qui est fait par vos organisations pour déployer la gouvernance de l'information? On a eu pendant un certain nombre d'années du parallélisme entre deux grands modèles, un modèle un peu partiel, progressif, puis un modèle avec une ambition affichée d'entrée de jeu globale. Et cette année, on voit une montée en puissance, une domination très nette plutôt du modèle progressiste, c'est-à-dire du modèle partiel. On y va par étapes, on fait le choix de déployer plutôt d'abord autour de certains processus ou sur certaines fonctions. On voit, on est passé de 25% à 41%, donc c'est plus qu'un succès, c'est clairement une croissance très forte. L'idée, c'est aussi sans doute de mieux maîtriser les budgets, les ressources, le temps dont on dispose et se donner aussi la possibilité de réviser un certain nombre d'objectifs. On le voit, 2025, tout ce que vous avez entendu ce matin montre notamment que l'intelligence artificielle est venue sans doute rebeloter un certain nombre d'enjeux sur des projets qui étaient déjà en cours d'avancer. Et donc, le fait de choisir un modèle comme celui-là, c'est sans aucun doute pour se donner justement cette légitimité de réviser régulièrement en fonction des résultats obtenus, eh bien, la façon dont on va continuer à avancer pour véritablement donner à ces équipes métiers au sein de son organisation les meilleures clés au bon moment. Donc voilà, on est aussi sur, je pense, un peu une recherche de plus de pragmatisme, de plus de visibilité. C'est plus facile aussi pour embarquer les équipes quand on leur donne à voir assez rapidement des résultats concrets, opérationnels, et pas leur dire rendez-vous dans 18 mois ou dans 2 ans pour avoir un résultat concret. Voilà quelques éléments intéressants de noter déjà. Peut-être qu'on a un résultat maintenant du sondage ?
On a, quelques réponses déjà effectivement, bon c'est rien de très très probant, mais 44 des répondants qui nous indiquent, que des réflexions sont en cours, donc c'est parfait. C'est tout l'intérêt de cette table ronde, 50 Ouais. pendant que je parle. Mmh. Un peu plus, minime, 17 des répondants qui indiquent qu'ils ont lancé un projet qui n'en est qu'à ses débuts, donc de la même façon, ce sera l'occasion, de voir un petit peu Tout ensemble à ce qu'il fait. en est. Mmh mh. Pendant que je discute évidemment, près de 20 des répondants qui sont en train d'élaborer une feuille de route, un peu plus à la marge, Mmh. 6 un seul répondant donc, qui a déjà mis en place une stratégie de gouvernance de l'information. Tant mieux pour lui ou elle. Caroline, qu'est-ce que ça t'inspire? Est-ce que c'est en adéquation justement avec les constats aussi, des chiffres du rapport que j'ai poussé par ailleurs auprès des participants s'ils veulent y jeter un coup d'œil? Oui, on est quand même dans une tendance, de vouloir y aller, hein. On n'est plus en train de se dire: «J'y vais» ou «J'y vais pas». C'est plutôt dit: «J'y vais comment et à quel moment?» donc ça confirme bien, la tendance que l'on voit aujourd'hui se dessiner où, on est plutôt aux alentours de 75-78 des organisations, publiques ou privées d'ailleurs, hein, qui ont fait le choix, de réfléchir ou de conduire ou de mettre en place une gouvernance de l'information. Donc le fait qu'on soit encore au stade, de l'analyse préalable ou de la réflexion, me semble tout à fait, la réalité par rapport à ce que l'on voit dans les organisations. Après, ceux qui, la vingtaine de pourcents, hein, que tu as cités, qui sont, au stade plutôt de la feuille de route, c'est déjà un stade, intéressant d'avancer. On va y revenir, hein, parce qu'on va en parler un petit peu plus en détail, mais en tous les cas, ça montre que on est aux portes de l'expérimentation, on est aux portes de la prise en compte de peut-être de besoins un peu spécifiques d'utilisateurs et donc on bascule dans du déploiement qui va devenir de plus en plus concret. Donc c'est plutôt intéressant et c'est plutôt encourageant. Je voulais revenir par rapport au modèle partiel et conforter ceux qui sont en train de s'interroger par rapport aux répondants, notamment par rapport au sondage qu'on a posé sur un peu comment on y va, quel est un peu le fil d'entrée pour déployer de la gouvernance de l'information. Je vous renverrai à quelque chose d'assez pratique. J'ai eu tout simplement l'occasion, il y a 2 jours, c'est-à-dire mardi, donc oui, c'est tout récent, de travailler avec une organisation, une assez grosse structure de santé en territoire et qui justement est en train de se lancer, hein, dans cette démarche-là et donc qui interrogeait le fil d'entrée, la porte. Voilà, comment on y va et par quoi on y va. On est parti sur l'idée que dans leur PRA, vous avez des organisations qui se sont dotées de plans de reprise d'activité, hein, le PRA. Sinon, interrogez vos directions de système d'information et votre DG, ils ont sans doute ça quelque part. Où très souvent, les PRA fixent les 5-6 processus essentiels au bon fonctionnement de leur organisation. Là, quand il faut se lancer notamment sur un sujet comme celui-là, c'est peut-être par là qu'il faut aller regarder. Ce sont quoi les processus essentiels de mon organisation, plutôt qu'en inventer un ou de partir de celui qu'on connaît le mieux parce qu'on vient de tel ou tel métier. Ça peut être une clé d'entrée, hein, que je ne peux que vous recommander. Là, en l'occurrence, parmi les processus essentiels qui étaient apparus, il y avait celui de la gestion des salariés Mmh. depuis leur embauche jusqu'à la paye, parce que voilà, la paye, ça fait quand même partie d'un fonctionnement que l'on souhaite récurrent dans son organisation. Et donc, ils sont partis, notamment sur ce processus-là, qui leur semblait essentiel au bon fonctionnement. Et l'autre clé auquel ils ont réfléchi, on était sur des ateliers de travail et donc on essayait de commencer à construire la feuille de route. L'autre processus qui est apparu aussi pour eux essentiel, c'est la gestion de la relation qu'ils ont avec leurs fournisseurs. Depuis la demande d'achat, on va dire jusqu'à la facturation, dans laquelle on embarque tout. L'expression des besoins, les marchés, les commandes, les achats, la facturation, notamment en avance de phase sur la facturation électronique qui sera bientôt, hein, c'est dans une année quand même, hein, donc on y est presque. Et puis la comptabilité, le contrôle de gestion. Donc en fait, en partant de ces 2 processus, on s'est rendu compte qu'on pouvait tout à fait réfléchir à la construction d'une feuille de route, qu'on embarquait beaucoup de services, beaucoup de métiers, beaucoup d'intervenants, y compris des intervenants externes, et que l'on s'inscrivait, on va dire, dans une stratégie plus générale de son organisation.
Donc voilà un peu une première clé qui peut être intéressant d'étudier aussi dans le cadre de vos organisations. Un autre point qui peut être intéressant à étudier plus, pour nous Mmh. et pour les participants que, Mmh. est-ce que toi tu observes à travers, les résultats du rapport gouvernance, des disparités entre organisations publiques, entreprises privées? Ou est-ce qu'on est quand même, sur un statu quo? Comment ça se passe? Alors, j'aurais tendance à dire, oui, il y a une disparité, publique-privée, mais qui est en train de s'amenuire d'année en année, surtout depuis les 4-5 dernières années. La disparité venait déjà de l'avance qu'avait pris, le secteur privé, notamment, les secteurs industriels, les secteurs de production sur, la mise en œuvre de règles de gestion, de traitement des datas, d'élaboration de schémas directeurs avec, de l'interopérabilité sur un certain nombre de systèmes. Donc ce secteur-là était plutôt en avance et d'ailleurs était plutôt parti sur des modèles plutôt globaux, avec une ambition de couvrir par exemple toutes les étapes de la production de leurs activités phares. Aujourd'hui, ces disparités s'amenuisent fortement. Il n'y a plus trop d'écart dans la progression entre le public et le privé. Pourquoi? Parce que le secteur public a quand même bénéficié d'une dynamique à la fois réglementaire, mais aussi à la fois économique, par un certain nombre de fonds qui ont été dédiés à la transformation de l'action publique ces dernières années, hein. Donc, du coup, ça a permis la progression très évidente d'un certain nombre de programmes de gouvernance au sein, que ce soit d'une administration plus centrale ou territoriale d'État, mais également au niveau des collectivités, que ce soit une collectivité du type région ou une collectivité du type ville, commune. Donc cette disparité est en train de disparaître, d'autant plus que je reviens à ce que j'évoquais tout à l'heure sur le modèle adopté entre le modèle partiel et le modèle un peu global. C'est vrai que le modèle partiel progressif était plutôt la culture du secteur public. On y va, mais étape par étape, step par step, on vérifie les résultats, on vérifie la progression, on est sûr de stabiliser telle décision à tel niveau avant de se lancer sur un nouveau volet du déploiement du programme. Ça, c'est le modèle de fonctionnement assez classiquement adopté depuis quelques années par le secteur public. Aujourd'hui, c'est devenu le modèle public ou privé que tous ont adopté. Donc là aussi, la disparité est en train de se gommer tout doucement. Après, la relation usager ou la relation client, c'est un maître mot dans les deux cas et donc ça justifie largement de transformer ces pratiques vers plus d'efficacité et de simplicité. Merci Caroline. Alors, pour faire le lien avec, les sessions, précédentes et un petit peu le fil rouge d'ailleurs de cette Mmh. matinée, sur l'IA quand même, on y reviendra certainement un peu plus tard aussi dans cette, table ronde, mais quelles sont les perspectives du marché de la gouvernance de l'information justement avec ce spectre de l'IA qui est grandissant bien entendu sur le marché? Comment toi tu le vois évoluer? Alors, c'est sûr que c'est le sujet incontournable de 2025 et 2025 n'étant que la première année où c'est un sujet devenu incontournable. Je crois qu'on n'est qu'au début de l'histoire et que l'on en maîtrise pas tout à fait, même pas du tout, sans doute les perspectives de transformation que cela va générer dans nos organisations. Ça milite d'ailleurs pour le modèle progressif que j'évoquais tout à l'heure. À partir du moment où on travaille sur une transformation autour d'un processus. Je reprends l'exemple de tout à l'heure. Moi, je le connais bien, ce processus lié à la gestion salariée jusqu'à embarquant toutes les étapes, y compris la paye. Eh bien, le fait que dans cette transformation qui a pu être enclenchée depuis maintenant 3-4 ans, avec de la signature électronique pour signer les contrats de travail, avec des bulletins de paye qui sont publiés dans des coffres forts qu'on a mis à disposition des salariés, enfin plein de choses qui répondent peut-être dans vos organisations à des réalités qui sont soit en cours ou qui sont à l'étude ou qui sont déjà opérationnelles. Bah, les ressources humaines n'ont pas fini leur transformation parce que notamment l'intelligence artificielle vient rajouter ou ajouter de nouvelles perspectives et peut-être modifier la façon dont jusque-là on avait peut-être imaginé travailler sur une transformation. Par exemple, des organisations qui se sont interrogées encore dernièrement sur le décommissionnement
de certains systèmes d'information RH en se disant, mon Dieu, vu le million de données qu'il y a là-dedans, décommissionner ce truc-là, ça va être juste un cauchemar ou une difficulté énorme dont on ne mesure pas nécessairement encore tout à fait l'efficacité. Aujourd'hui, quand on est capable d'utiliser de l'IA pour justement traiter des gros volumes de données, un peu comme l'a évoqué juste avant moi notre ami de Ever, hein, Noureddine, bah, de fait, on se dit, bah, si, le décommissionnement, on peut l'envisager parce qu'on va bénéficier d'un outillage qu'on n'avait pas il y a encore quelques mois, voire quelques années, et qui vont nous permettre de l'envisager, cette transformation, peut-être d'une façon plus efficace. Donc voilà, donc on voit l'IA venait de se mettre au service d'une transformation qui est déjà engagée, sans doute accélérer cette transformation, ou peut-être débloquer, pour reprendre mon exemple de décommissionnement, des sujets qui jusque-là étaient vécus comme fortement problématiques. Mais encore une fois, on n'est qu'au début de l'histoire. Si on prend les chiffres du rapport gouvernance, on a grosso modo moins d'une 15% des organisations qui l'ont totalement intégré, qui ont totalement intégré l'IA dans leur dispositif. Donc, c'est-à-dire que c'est opérationnel dans un certain nombre de cas très concrets. Il y a évidemment beaucoup de projets annoncés, beaucoup de projets qui vont embarquer de l'IA, et notamment autour des projets de CM, de digitalisation de contenu d'information et des documents. Il y a un peu moins d'un projet sur deux, mais on est à 46-48% pour avoir le chiffre exact en tête, où on est sûr d'embarquer demain de l'IA dans le cadre de sa transformation au niveau de ses réceptacles, que ce soit de la GED ou de l'ECM. Pourquoi? Parce qu'on va aller chercher l'automatisation du classement. Ça fait quand même rêver beaucoup de monde, ça. Automatiser le classement. Mon Dieu, s'il y a bien quelque chose dans le milieu à faire, c'est de classer des documents. Donc, si on peut l'automatiser avec un contrôle, une sécurité, une efficacité, comme vient de le montrer juste avant Noureddine, par exemple, eh bien, c'est tout à fait intéressant. C'est aussi pour pouvoir traiter des gros volumes de données, ce que j'évoquais notamment sur des questions de décommissionnement, mais c'est aussi tout ce qui va être classification automatique, extraction de données, analyse sémantique, et permettre aussi cet assistant dont on a tous rêvé, l'IA générative, qui va nous permettre d'accélérer notre capacité à analyser un gros dossier, un gros sujet avec plein de sources différentes et pouvoir nous tracer, on va dire, une première synthèse ou un premier résumé qui n'est qu'une première synthèse, qu'un premier résumé sur lequel il faudra que chacun d'entre nous fasse aussi marcher son intelligence humaine pour être sûr effectivement de pouvoir ensuite s'en servir et peut-être arriver à un résultat plus efficace. Donc oui, il est clair qu'aujourd'hui, il est difficile, ou en tous les cas, c'est notre recommandation de dire on ne peut plus réfléchir à un projet de transformation sans évidemment se poser la question de l'IA. Et puis, c'est un accélérateur, c'est ce que je disais, parce que si on veut rendre efficace l'usage d'une IA dans son organisation, même tout simplement une IA générative, faut-il encore avoir des contenus qui soient numériques, qui soient, on va dire, riches en informations, propres en termes de métadonnées, d'éléments de description, qui soient suffisamment qualitatifs pour rendre l'IA efficiente dans l'usage qu'on va en avoir en utilisant cette IA pour traiter toutes ces données numériques. Donc l'un fonctionne avec l'autre et l'un devient, on va dire, le socle pour pouvoir d'autant plus expérimenter de l'IA dans ses propres organisations. Super, merci beaucoup Caroline pour cet état des lieux et déjà ces perspectives un petit peu. Je te propose qu'on passe sur une partie qui va être plus relative à la feuille de route. On en a longuement parlé en préambule. Avant de te donner la parole, je vais repartager un autre sondage auquel je vous invite bien entendu à répondre, qui vous interroge cette fois-ci sur les obstacles à votre projet de gouvernance de l'information. On a vu que beaucoup d'entre vous ont un projet ou sont en cours de réflexion. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire un petit peu quels sont les obstacles qui se dressent sur votre route. Vous pouvez sélectionner plusieurs réponses, bien entendu, et nous analyserons les résultats dans quelques instants. Mais avant cela, quand même, Caroline, je pense que c'est essentiel de rappeler ce qu'est la feuille de route
et puis sa constitution finalement. Oui, tout à fait. Je pense que alors je vous affiche juste à l'écran, quelques images extraits, hein, de feuilles de route sur lesquelles nous on a pu être amenés à travailler. Alors, c'est quoi d'abord une feuille de route? C'est d'abord un outil, c'est un outil clé, hein, pour piloter justement ce programme de gouvernance de l'information dans une organisation, dans le périmètre, sur lequel va porter cette transformation. Alors, on n'a pas obligé d'aller chercher quelque chose de très compliqué pour construire une feuille de route en se disant, bah oui, mais j'ai peut-être pas l'application idéale pour fabriquer cette feuille de route. Non, pourquoi? Parce que une feuille de route, c'est d'abord un document qui structure un certain nombre d'informations sur lesquelles on va revenir, qui va définir des actions à mener dans une période de temps qui va être posée au préalable et qui pourra être d'ailleurs elle-même, cette période de temps, amenée à être évoluée. Donc, on est sur 2 ans, 3 ans maximum. Après, plus on va segmenter le programme de gouvernance en un ensemble de différents projets, ce qui est quand même la réalité aujourd'hui. En fait, c'est la feuille de route du programme et à l'intérieur de ce programme de gouvernance, à trouver des projets de nature différente. Ça peut être des projets qui visent à réviser un processus autour d'une activité. Je reprends mon exemple tout à l'heure autour de l'ARH. Nous, aujourd'hui, on travaille sur un projet qui vise à digitaliser dans une grosse institution publique parisienne toute la fonction ressources humaines. À l'intérieur, on a un volet lié notamment à la mise en œuvre d'un ECM relativement puissant qui va être interopérable avec les SIRH de cette institution. On a un autre projet qui constitue à la mise en œuvre d'une signature électronique, sachant que cette institution dépendant d'un gros ministère régalien, ce ministère régalien, lui, est doté déjà de la solution de signature électronique. Donc, on ne va pas aller chercher sur le marché une nouvelle signature électronique, on va plutôt intégrer cette signature électronique qui existe par ailleurs dans les pratiques des documents qui sont produits par les équipes RH. Et il y a évidemment aussi un volet autour de la conduite de changement, hein, de piloter le changement des équipes pour s'approprier tout ça. Donc, une feuille de route, c'est avant tout ça. C'est un outil clé, c'est une ressource permanente qui va permettre de structurer sur cette période donnée les objectifs, les priorités, les actions à mener et les ressources à mobiliser. C'est-à-dire qu'en amont, on va projeter avec qui on va pouvoir travailler pour mener à bien tel ou tel chantier. Je reprends mon exemple de la signature électronique dans le cadre du programme pour une institution, où on s'est posé la question d'aller challenger possiblement des solutions existantes sur le marché ou de s'appuyer directement sur une solution déjà existante au sein du ministère régalien dont dépend cette institution. Et ce choix a été fait pour des raisons notamment économiques. D'ailleurs, on peut y revenir, ça, parce que ça, c'est quand même une contrainte sur laquelle vous êtes sans doute aujourd'hui, enfin, auquel vous faites face, la contrainte budgétaire, mais aussi pour des raisons de simplicité, d'efficacité, de maîtrise par les équipes. Donc voilà, donc c'est ça, d'abord une feuille de route, et ça va orchestrer tous les efforts des parties prenantes à mener autour de cette transformation commune. Mais peut-être que tu as les résultats du sondage à nous partager Je maintenant. les ai, bien entendu. Donc effectivement, la première réponse qui est la plus souvent citée, c'est le manque de soutien de la hiérarchie. Effectivement, on n'a pas forcément, parmi les parties prenantes essentielles dont tu parlais, la hiérarchie qui va donner son aval. Non loin derrière, l'absence d'une feuille de route claire, donc bah, c'est parfait, encore une fois, vous êtes au bon endroit. Et de façon un peu plus anecdotique, 14% des répondants nous indiquent que la conduite du changement est complexe, 9% que les rôles des différentes parties prenantes ne sont pas clairement définis, et ensuite, effectivement, à la marge, des coûts mal évalués, des budgets contraints, 8% des répondants, une certaine méconnaissance du fonds d'information, 7% des répondants, et on a encore des personnes qui répondent pendant que j'analyse ces résultats, mais dans tous les cas, effectivement, à peu près un tiers des répondants qui nous indiquent que vraiment le premier frein, c'est ce manque de soutien de la hiérarchie. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Caroline? Est-ce que ça te semble encore une fois assez proche de ce que tu peux observer au sein des organisations? Et finalement,
quels conseils tu pourrais donner pour intégrer plus facilement, eh bien, les décisionnaires, à ces projets de gouvernance? Alors, je trouve que c'est intéressant, hein, que ce soit, l'un des freins, principaux qui soit remonté par rapport au sondage, cette notion de hiérarchie. Il faut la prendre, je pense, avec une double réponse. Il y a la hiérarchie qui décide, qui pilote. On va l'appeler la direction générale, on va y revenir, mais effectivement, ce côté sponsor d'un projet de transformation comme est celui de la gouvernance est indispensable. Sinon, on va se retrouver bloqué par plein de freins et notamment les freins budgétaires. Parce qu'à un moment donné, qu'on le veuille ou non, la signature budgétaire, elle se fait le plus souvent à un niveau suffisamment haut pour que effectivement la direction soit partie prenante et ait compris ou ait adhéré en fait à l'objectif qu'on peut partager, hein, de transformation. Et puis il y a aussi la hiérarchie plus intermédiaire. Ce qu'on va appeler, de façon un peu rapide, les encadrants, les chefs de service, enfin, voilà, je ne connais pas, vos organisations aux uns aux autres, donc voilà, c'est ceux qui, à un moment donné, sont pilotes d'une équipe qui peut aller de 10 personnes à 50 personnes ou 100 personnes, hein. C'est pas la taille, on va dire, qui va changer quelque chose, mais qui se retrouvent dans une position parfois inconfortable, dans le sens où, ils ont le sentiment d'être malmenés, voilà, j'utilise ce terme-là, pas maltraités, mais malmenés plutôt, dans le cadre de la gouvernance, parce que on leur donne peut-être pas à voir spécifiquement à eux, encadrants, les bénéfices que va apporter cette gouvernance de l'information. Très souvent, on a tendance, et je fais peut-être partie de ceux qui ne le disent pas suffisamment, à traiter en priorité les bénéfices pour les utilisateurs finaux, ceux qui au quotidien vont avoir à travailler différemment parce que le processus aura été transformé, parce qu'on leur aura mis de nouveaux outils entre les mains, parce qu'on a changé des règles, parce que, etc., etc. Voilà. Donc, souvent, on focus, d'ailleurs, dans la conduite du changement, on focus souvent sur les utilisateurs pour essayer de les embarquer au mieux, ce qui est tout à fait nécessaire, évidemment. Mais du coup, on oublie cette hiérarchie un peu intermédiaire que sont ces encadrants, ces encadrantes, ces chefs de service, qui d'un seul coup ont le sentiment qu'eux sont un peu laissés sur le côté de la route, où on ne s'intéresse pas nécessairement dans le cadre de leur management de terrain, ce que cela va induire comme conséquence. Par exemple, je reprends celui de la signature électronique. Si on met en place un système de signature électronique qui va être confié, y compris dans la réalisation, à certains profils, est-ce que le chef de service ou la chef de service ou l'encadrante va continuer à avoir un rôle d'approbation, de validation dans le circuit de la signature, ou est-ce qu'on va le squeezer pour envoyer directement le document à signer vers le signataire final qui aura été décidé, qui est peut-être le N+1 de cette hiérarchie intermédiaire. Voilà. Donc, j'entends tout à fait, et vous avez parfaitement raison de dire que ça, c'est un sujet sur lequel il faut travailler, parce qu'il faut les embarquer tout autant que les autres et ne pas les laisser, on va dire, un peu malmenés sur le bord du chemin. Et il y a un bon moyen pour ça. Et je reviens à l'un des autres éléments du sondage que tu as remonté, qui est celui autour de la conduite de changement, qui peut parfois paraître un peu théorique, des supports, la communication, un webinaire, je sais pas, un podcast, enfin plein de choses qui participent d'ailleurs, hein, à aider la transformation et qui est nécessaire, mais qui peut ne pas suffire pour rendre, on va dire, plus opérationnel le résultat que va apporter cette transformation. L'un des éléments, c'est l'expérimentation. Ce sont les étapes d'expérimentation. Ça renvoie pardon, à ce que j'évoquais au préalable sur ces démarches devenues plus progressives aujourd'hui dans le déploiement, hein, d'une gouvernance de l'information, où on a un peu découpé, un peu plus découpé qu'on ne le faisait précédemment, en projets ou en mini-projets. Ça a aussi un bénéfice important, c'est celui de dire on va avoir des phases d'expérimentation, non plus à une échelle globale, mais à l'échelle de chacun de ces projets, et ça va permettre justement d'embarquer notamment ces encadrants intermédiaires, cette hiérarchie intermédiaire, parce qu'on va lui donner à voir immédiatement l'intérêt, le bénéfice, ou bien
ce en quoi ça va changer peut-être sa façon de manager ou d'encadrer les équipes avec lesquelles il fonctionne au quotidien. Donc ça, c'est très important. Je vais vous prendre un exemple. Euh, on a eu la chance de travailler il y a maintenant 3 ans sur un projet de formation autour de la relation usager avec des administrations territoriales d'État sur une région, qui était la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, on a travaillé avec une administration territoriale incarnée par un rectorat, une agence régionale de santé, la préfecture, une direction régionale liée à tout ce qui est aménagement du territoire, etc., etc. On a travaillé avec ces gens-là sur la transformation des flux d'échange entre leurs propres équipes métiers et puis la relation qu'ils ont avec les usagers ou les autres institutions. Et notamment dans l'ensemble de cette transformation, qui était aussi basée sur la transformation autour de la notion de courrier, pour rentrer dans quelque chose de beaucoup plus dynamique et beaucoup plus digital que ça ne pouvait l'être jusque-là. On a travaillé notamment sur un flux de sortie et on a fait expérimenter la lettre recommandée électronique. Alors vous allez me dire, c'est un petit bout, c'est un tout petit bout par rapport à une transformation plus générale des flux d'échange. Oui, mais ce petit morceau expérimenté avec les équipes métiers a permis de toucher du doigt très concrètement ce que voulait dire cette transformation, avec ce qu'on attend d'ailleurs de la gouvernance, plus de traçabilité, plus de simplicité, de l'interopérabilité aussi, pour lancer une lettre recommandée électronique et non pas en repasser par la lettre recommandée papier qui fait appel à un service courrier pour lequel on aura imprimé le courrier que l'on veut bien vouloir faire partir, etc., etc. Les résultats, alors oui, on a eu les bénéfices qu'on pouvait en attendre sur la simplicité, l'efficacité, l'économie aussi, parce que ça fait quand même partie non négligeable de l'intérêt derrière la gouvernance, des bénéfices financiers tout simplement. Hein. Le coût d'une lettre recommandée électronique est quand même beaucoup moins cher qu'une lettre recommandée papier, donc ça aussi, il faut le savoir. Mais il y a eu aussi des bénéfices sur notamment la qualité de vie au travail, qui sont remontés par les métiers en disant « c'est génial, en fait, maintenant, quand j'ai besoin d'adresser une lettre recommandée, je ne suis plus dépendant d'une organisation parallèle qui est celle notamment, c'est l'exemple de mon service courrier, mais je peux moi directement décider à un moment clé et facilement, sans que ça me demande plus de 3 clics supplémentaires, faire partir la lettre recommandée lorsque j'en ai besoin. Donc voilà, donc c'est là où c'est intéressant pour la conduite du changement. Ce n'est pas un sujet à part qui est notamment centré uniquement sur la formation. Il en faut, ça c'est indispensable, mais c'est aussi faire toucher du doigt très concrètement dans le cadre des expérimentations. L'expérimentation, ça ne doit pas être technique, ça ne doit pas être que la direction du système d'information qui teste sur son propre serveur dans un bac à sable technique la fonction A ou B. Non, c'est l'expérimentation utilisateur qui a du sens et qui justement va permettre d'embarquer ensuite le changement en évitant les écueils de non, moi ça ne m'intéresse pas, je ne comprends pas à quoi ça sert, pourquoi on me demande de faire ça, etc. Donc voilà une des recommandations qu'on pouvait faire. Je voulais qu'on revienne quand même sur la gouvernance en tant que telle. Peut-être que tu as une question autour de ça. Plutôt sur le concept de gouvernance de la gouvernance. On en avait parlé, toi et moi, lors de la préparation de cette table ronde, justement. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est justement ce que tu étais en train de nous expliquer sur le fait d'intégrer différentes parties prenantes ou, Alors, qu'est-ce il qu'il y y a? a ça dedans, mais tu as parfaitement raison. Et peut-être qu'on peut faire avancer juste ma slide suivante. Voilà. Oui, j'avais proposé effectivement d'insister un peu sur ce point-là. Alors, je vais peut-être enfoncer une porte ouverte, mais c'est bien parfois de le dire simplement. La gouvernance, ce n'est pas qu'un projet. En revanche, il faut pouvoir mener un projet pour mettre en œuvre une gouvernance de l'information. Voilà, l'idée, c'est que la gouvernance de l'information, c'est un processus qui va fluidifier les échanges, qui va consolider les données, qui va sécuriser les interactions, les traces d'activité. Donc, c'est tout ça, la gouvernance de l'information. Donc, on va chercher à augmenter la valeur des data, des documents, mais une gouvernance de l'information, ce n'est pas terminé quand le projet est terminé. Au contraire, elle est installée pour perdurer.
c'est permanent, une gouvernance de l'information, et elle va s'appliquer à l'ensemble des processus qu'on aura visés, peut-être l'ensemble des processus de son organisation ou ceux qu'on aura définis comme prioritaires. C'est Philippe Mieubourg, qui est intervenu d'ailleurs ce matin à l'ouverture, qui un jour avait comparé la gouvernance de l'information à la comptabilité. J'avais trouvé ça un peu rigolo parce que ça paraissait quand même assez éloigné, mais en fait, il dit une fois que l'entreprise a mis en place ses procédures comptables, elle va toujours les appliquer pour faire de la comptabilité. C'est parce qu'elle a conduit un projet pour mettre en place des procédures comptables qu'elle s'arrête de faire de la comptabilité après. Au contraire, la comptabilité, elle va être permanente. La gouvernance de l'information, c'est la même chose. On conduit un projet pour mettre en œuvre une gouvernance de l'information et l'objectif, c'est de la faire vivre. C'est de la rendre opérationnelle, permanente, et puis elle aura sans doute des évolutions à conduire dans les années. Et pour ça, l'un des facteurs sans doute d'efficacité, c'est de travailler de manière partagée au niveau des responsabilités. Alors c'est vrai que sur les dernières années, on a souvent eu tendance à associer gouvernance de l'information et puis plutôt direction des systèmes d'information, DSI pour parler en abréviation, et direction générale, un peu dans un rôle de pilote, de sponsor, ce qu'on évoquait tout à l'heure par rapport aux freins que certains ont le sentiment de rencontrer. En 2025, quand on pose la même question, vous voyez sur le schéma à l'écran, quasiment pour une organisation sur 4, c'est la direction du système d'information qui pilote. Alors, on peut se dire, oui, mais alors du coup, ça devient très technique, très technologique. Mais en fait, ça masque la ligne 3 de mon graphique, qui est celui de la notion de groupe plutôt transversal, ou on pourrait l'appeler de groupe pluridisciplinaire. Et c'est ça qui va être intéressant. C'est-à-dire que la direction de cette information, tout seul ou toute seule, ils ne vont pas pouvoir faire grand-chose, si ce n'est installer des solutions, des outils, et peut-être rendre d'autant plus connectables ou interopérables un certain nombre de systèmes. Mais tout le travail autour qui est l'évolution dans les pratiques, l'évolution dans les façons de faire, les usages, embarquer les équipes, eh bien ça, ce n'est pas directement dans la ligne direction du système d'information. Ça revient à la responsabilité de ressources techniques que l'on va vouloir fédérer pour avoir une dynamique forte qui va être un peu ce groupe de travail transversal. Alors après, il ne faut pas non plus que ça soit à la cour du roi Péto, où tout le monde imagine avoir le pouvoir pour décider d'eux. Il faut que ce soit dynamique, il faut que ce soit équilibré. Donc, on va avoir évidemment des représentants de systèmes d'information, mais on va aussi trouver avec une place évidemment majeure tout ce qui est lié à la data. Alors, DPO, DPD, vous l'appelez comme vous voulez, mais ils sont évidemment complètement à leur place dans cette transformation. Demain, les IA pilotes, les IA directeurs, on voit apparaître un peu ce genre d'évolution depuis maintenant quelques temps. La RH. La RH parce que, pour deux raisons. Souvent parce que ça fait partie des processus phares que l'on transforme, ce que j'évoquais tout à l'heure par rapport à des priorités. Donc, on va dire qu'ils sont concernés au premier titre, mais aussi parce que leur travail de RH, c'est aussi travailler sur les compétences des équipes métiers. Ils sont là pour travailler sur des plans de progression, d'évolution, d'identifier les besoins demain qu'auront les directions de nouvelles compétences. Et donc, ils ont toute leur place aussi sous ce double rôle dans la gouvernance, dans la gouvernance de l'information, pour reprendre la formule que tu avais utilisée. Donc, ça doit être une représentation active, dynamique des métiers, des parties prenantes, intégrées. Et c'est ça qui va faire un gage d'efficacité. Il faut que ce soit participatif, tout en étant à vocation de progresser et d'avancer. Parfois, ça peut être complexe à maintenir dans le temps. Sur un programme qui peut durer parfois 2-3 ans, on va avoir sans doute des périodes plus difficiles à passer. Et puis, il faut envisager l'après-projet de la gouvernance. Quand la gouvernance est en place et qu'elle rayonne au quotidien et qu'elle s'installe pour durer, il faut continuer à l'animer. Et donc, un groupe, ce n'est pas un groupe projet, ça devient un groupe pour la gouvernance de l'information qui doit se maintenir dans le temps et continuer à faire en sorte que cette gouvernance qui a été adoptée puisse évoluer en fonction notamment d'évolutions comme l'intelligence artificielle, pour ne reprendre que cet exemple-là.
Super, merci beaucoup. Alors de façon très concrète, Ouais. Caroline, comment on peut gérer sa gouvernance de l'information en mode projet et quelles sont un petit peu les grandes étapes finalement de ce projet? Comment on procède? Alors oui, on est sur, et la feuille de route doit les décrire, hein, ces étapes-là, puisque comme je l'évoquais tout à l'heure, la feuille de route, c'est l'outil qui va structurer, chacune, des avancées. Donc on va avoir pour chaque projet, des étapes qui sont, on va dire, relativement classiques dans un projet de transformation, de partir d'un état de situation qu'on va appeler, diagnostic, état des lieux, enfin vous l'appelez comme vous voulez. Je pense que le vocabulaire en tant que tel n'a pas d'importance, plus que de dire ça doit être la compréhension du processus tel qu'il fonctionne aujourd'hui, ou de l'activité que l'on veut transformer, que ce soit en termes de flux, d'ensemble de données concernées, d'interactions, de solutions déjà existantes. Il ne faut jamais oublier quand même, hein, qu'on est fortement équipé dans nos organisations aujourd'hui. On a même plutôt empilé beaucoup de solutions ces dernières années, crise sanitaire, post-crise sanitaire, travail à distance, flexibilité, mobilité, enfin tout ça que vous connaissez tout aussi bien que moi, ont généré plein d'outillages à juste titre, mais à un moment donné, un peu éparpillant quand même pour l'usager de base ou même l'usager tout court qui se dit j'utilise quoi, comment, pour faire quoi, mais ça fait aussi ça, mais je pouvais le faire avant dans autre chose. Enfin, voilà. Donc, il faut, en tous les cas, voilà, il faut mettre à plat la réalité du quotidien, les points critiques aussi. Qu'est-ce qui agace, hein, voilà, quels sont un peu les éléments aussi de sensibilité, ceux ou celles qui ont entre les mains des données à caractère sensible, des données à caractère personnel, des volumétries aussi, des interactions qui génèrent, on a en face de nous des utilisateurs qui n'en peuvent plus, hein, de cette masse entrante, circulante, sortante de données, de documents au quotidien. Les responsabilités, qui doit au final valider, approuver, etc. Donc voilà, c'est tout ça qu'il faut mettre en œuvre. Là aussi, il faut le faire de manière interactive, participative. Il faut que ce soit presque un autodiagnostic dans chacune des directions, de façon à ce que le constat même puisse être partagé, qui est déjà un peu le début de cette transformation et de ce changement que l'on souhaite. Après, vers quoi on veut aller, quel choix on fait, on centralise, on décentralise, on interconnecte, on fait le choix d'une solution qu'on a déjà, mais qu'on n'a pas suffisamment explorée. On va chercher dans son ministère régalien la signature plutôt que d'aller acheter une signature sur le marché. Enfin, bon, voilà. Après, il y a toute cette phase de construction du schéma qui semble être le schéma retenu. Et puis, et je reviens à ce que j'évoquais tout à l'heure par rapport à la remarque de certaines ou de certains d'entre vous sur le problème notamment de la hiérarchie ou de la conduite du changement, on expérimente. On ne déploie rien sans avoir vérifié. Non pas que technique, parce que bien sûr, il y a aussi les tests techniques, la recette technique, évidemment, quand on est sur des transformations technologiques importantes, mais on expérimente avec les utilisateurs pour leur montrer tout l'intérêt, pour leur montrer tout le bénéfice qu'ils vont pouvoir obtenir, ou bien pour réajuster si le bénéfice n'est pas tout à fait celui qu'on avait imaginé sur le papier. Et plus on va expérimenter, plus on va faire tester, plus on sait que la phase projet suivante, qui est celle du déploiement, sera moins critique. Je vais vous prendre un exemple concret. Je vois que l'heure tourne, alors il y a un moment donné où tu vas me dire it's time. Voilà. Une expérimentation qui a lieu dans un hôpital actuellement autour des consultations médicales en se basant sur de l'intelligence artificielle. On est au stade de l'expérimentation, mais ce n'est pas une expérimentation en chambre technique sur un serveur par rapport à un autre serveur, c'est une expérimentation, on va dire, où la dimension humaine est vraiment au cœur. Et quelque part, c'est quand même bien ça, la gouvernance de l'information numérique. C'est quand même bien de remettre l'usager, l'utilisateur ou le professionnel au cœur de la problématique et d'un peu oublier toute la technologie autour de lui. Cet exemple, je vous le raconte tel que je l'ai vécu. On me dit, dans une consultation médicale dans un hôpital, la consultation dure 15 minutes. D'accord ? Dans les 15 minutes, le médecin me dit, moi, dans les 15 minutes, sans intelligence artificielle, dans un dispositif classique avec un dossier patient électronique dans lequel je dois saisir de l'information, je passe 1 minute à écouter mon patient, je passe 5 minutes
à l'ausculter, à prendre sa tension, à enfin tout un ensemble de gestes médicaux pour vérifier les problématiques qui sont posées. Et puis le reste de mon temps de ma consultation, c'est-à-dire les 8 minutes qui me restent, je les passe à saisir les données au bon endroit, dans le bon champ, pour pouvoir générer derrière ma recommandation en termes de traitement, en termes de suite de soins, etc. etc. D'accord? Ça, c'est le monde un peu réel, tel qu'on peut le vivre. Il me dit, en expérimentation de l'IA, j'ai toujours gardé mes 15 minutes, hein, ça ne change pas. Je ne gagne pas du temps en temps. Je ne gagne pas 1 minute ou 2 minutes. Non, mais je gagne de la qualité de temps. Pourquoi? Parce que au lieu de parler à mon patient pendant 1 minute, je vais continuer à lui parler. Je vais avoir, dans le cadre de ma consultation, un outil qui va se baser sur le vocal. Et donc, c'est de l'IA qui va enregistrer l'échange interactif, avec l'accord du patient, évidemment, entre le patient, d'autant plus en expérimentation, et son médecin. Et le médecin va structurer sa consultation avec des mots-clés, on va le dire comme ça, public d'indexeurs, vous allez vous y retrouver, qui vont dire le diagnostic, qui vont dire le bilan, qui vont dire la recommandation, qui va dire le traitement. Et sur ces mots-clés qu'il va reconnaître et les informations qui vont suivre ces mots-clés, il va les nourrir automatiquement, notre fameux dossier patient électronique qui avant devait être saisi à la main. Et au bout des 12 minutes d'une consultation qu'on a toujours que 15, les 2-3 dernières minutes serviront à vérifier que tout est en place et à imprimer, par exemple, la lettre de sortie, le compte-rendu de la consultation, le document d'ordonnance qui va servir ensuite au patient de continuer son traitement. Voilà typiquement ce que c'est que la gouvernance de l'information, dans lequel notamment on a non seulement de la data traitée, on a non seulement des outils digitaux métiers comme un dossier patient informatique, tout ça, ça ne change pas, mais en rajoutant de l'IA, eh bien, on a rajouté cette qualité qui est celle de la relation humaine entre le patient et son médecin. Voilà une expérimentation aujourd'hui. Et quand on dit au médecin, ah bah ouais, mais c'était qu'une expérimentation, maintenant on va en tirer les bénéfices et puis on va voir à quel moment on vous le déploie, lui fait non, maintenant moi je le veux. Je veux qu'on me le laisse, cet outillage-là, parce que j'en vois au contraire tous les bénéfices au quotidien dans la qualité que j'ai avec mes patients. Ouais, Voilà, c'est un petit exemple. c'est très probant, effectivement. Tu le disais, effectivement, on est un peu hors délai en termes de timing, mais il y avait quand même une question que je voulais te poser qui, je pense, peut intéresser quand même nos participants, qui était sur les coûts, la gestion des coûts, qui remonte un petit peu du sondage, mais qui remonte essentiellement aussi du rapport gouvernance. Comment faire des économies dans le cadre d'un projet de gouvernance de l'information? Alors, ça, c'est une excellente question qu'on ne va pas traiter en 30 secondes, ça c'est Non, évident. mais Déjà, on sait qu'on s'inscrit. Premier élément de réponse, évidemment qu'on s'inscrit tous et toutes dans des contraintes budgétaires qui sont actuelles en 2025, qui sont clairement exprimées pour plein de raisons sur lesquelles on va pas développer parce que c'est l'objectif. Mais la conséquence, c'est qu'effectivement, les budgets d'investissement sur la gouvernance de l'information sont grosso modo restés plutôt stables, voire ont un peu baissé. Hein, donc, c'est un peu le résultat du rapport de cette année. Il y a quand même un recul d'environ 5-6 points par rapport notamment aux 2 dernières années. Donc, on est dedans. Quoi. Alors, on a du mal à comprendre le pourquoi du comment. Après, il y a plein de causes. C'est sûr que l'ambiance générale délétère, anxiogène, n'aide pas effectivement à avoir des perspectives faciles. Donc, ça, c'est un constat sur lequel effectivement on est tous plutôt, on fait avec. Voilà, on n'a pas nécessairement la main. Après, le fait justement de travailler avec ce mode projet et notamment ce déploiement qui est plus progressif que précédemment, on est déjà en capacité à utiliser des budgets d'investissement qui sont plus limités. Le fait aussi d'expérimenter très rapidement sur les premières étapes de son projet permet d'avoir immédiatement des premiers retours d'efficacité, voire des retours très concrets sur l'investissement que ça représentait. Je reprends le premier exemple que je vous ai cité autour de l'expérimentation de la lettre recommandée électronique.
On sait que aujourd'hui, les coûts postaux physiques augmentent d'environ 7 à 8% tous les ans, enfin, pour ne pas dire de bêtises, c'est à peu près l'ordre de grandeur. Donc 2025, plus 7-8%, 2026, il n'y a pas de raison que ça ne soit pas la même chose. Et notamment, la lettre recommandée est un coût postal important, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le papier, l'encre, le temps, la ressource qui, etc., etc. Bon, voilà. Le fait d'expérimenter plus vite, plus tôt, parce qu'on a découpé, on va dire, son programme avec des projets plus limités, mais sur lesquels on embarque très vite l'utilisateur à l'expérimentation, et bien très vite on identifie là où il y a bénéfice économique, pour répondre à ta question, ou pas. Voilà. Tout à l'heure, dans mon exemple avec le médecin et son patient, il n'y a aucune économie au sens sonnant et trébuchant, ni même en temps. On est dans la qualité. On est sur, au contraire, un investissement qualitatif quand on écoute aujourd'hui, notamment sur tout ce qui se dit sur la crise de l'hôpital. Ce qui quand même remonte, c'est qu'on passe le temps administratif qui a pris la main au détriment du temps médical. Ben là, mon bénéfice, c'est d'inverser ce discours-là et d'avoir plutôt du temps médical et moins du temps administratif demandé au médecin ou au secrétariat médical, etc., etc. Voilà. Donc, je pense que les économies, c'est là qu'il faut aller les chercher. Il faut aussi, en travaillant en expérimentation, on va plutôt voir assez vite où c'est réellement intéressant. Et la lettre recommandée, vous divisez par deux. Hein. C'est aussi simple que ça. Donc, si vous avez tous les ans une administration comme une préfecture, un budget élevé de courrier en sortant, je ne parle pas de ceux qui reçoivent, de ceux qui sortent de courrier en recommandé physique, le fait de basculer en électronique va leur permettre de faire une économie réelle. Voilà. Et puis, bon, donc c'est aussi comme ça qu'il faut travailler. Et c'est aussi de cette façon que vous allez stabiliser aussi un budget qui pourrait s'afficher de manière exponentielle au départ et en vous disant, mon Dieu, mais je vais avoir du mal à le maîtriser. Donc voilà quelques éléments de réponse. Mais après, on peut continuer à en discuter. Hein. Je vois que tu proposes à tous ceux qui sont encore là, qui ne sont pas encore morts de faim, non, il n'est pas encore midi, ça va, de prendre rendez-vous. Moi, je serai tout à fait effectivement disponible pour continuer la discussion en fonction des besoins ou des cas particuliers des uns ou des autres. Super, ben merci beaucoup Caroline. Écoute, je te propose qu'on en reste sur ces enseignements super intéressants et qui, je suis sûr, donnent matière à réfléchir auprès de nos participants. Effectivement, tu l'as dit, mais j'ai poussé à plusieurs reprises la possibilité de prendre contact avec Caroline. Vous pouvez aussi la retrouver facilement sur LinkedIn. C'est valable d'ailleurs pour tous les experts qui ont pris la parole ce matin. Donc, n'hésitez pas à aller les voir pour poser vos questions et avoir des échanges privilégiés vraiment plus propres à vos propres problématiques. Pardon. Donc, n'hésitez pas. En tous les cas, merci beaucoup Caroline, merci pour tout. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis ce matin. J'espère que toutes les interventions vous ont plu. Merci également à toutes les personnes qui ont rendu cette demi-journée possible, à nos équipes internes évidemment, à tous nos experts pour tout. Vraiment, c'était super intéressant. On se retrouve normalement à la rentrée. On vous en dira plus, bien entendu, en temps voulu. D'ici là, nous vous souhaitons une très bonne journée. Merci encore.